Bienvenue à tous pour cette conférence sur l'éco-conception, une opportunité pour les entreprises. Donc, je suis Juliette Astoul, chef de projet économie circulaire et éco-conception à la Chambre de commerce et d'industrie, et donc ravie de parler avec vous aujourd'hui d'éco-conception. Donc, au programme, après une phase introductive, nous allons voir comment l'éco-conception peut être une opportunité pour les entreprises, ensuite les grands principes de l'éco-conception, et enfin quelques dispositifs d'accompagnement et financiers. En introduction, si vous avez choisi cette conférence aujourd'hui, sans doute vous vous sentez concerné par la préservation de l'environnement. Vous souhaitez peut-être agir sur ce pilier-là, ce domaine-là. Vous souhaitez peut-être impliquer votre entreprise, en apprendre plus sur la transition écologique, l'économie circulaire, peut-être diversifier votre offre avec des projets porteurs de sens pour vos collaborateurs ou intégrer l'environnement à un niveau stratégique dans l'entreprise et vous demander comment faire ou comment on fait d'autres entreprises. Et donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. On peut constater en France et plus particulièrement au Pays de la Loire, que de nombreuses entreprises s'engagent sur cette thématique de l'éco-conception. Donc là, vous avez un panel d'entreprises qui ont intégré cette démarche à leur stratégie d'entreprise. On peut voir des entreprises de secteurs d'activité très différents, de toute taille d'entreprise également, ce qui prouve que l'éco-conception est accessible finalement à tous. Et on peut se demander pourquoi toutes ces entreprises si différentes les unes des autres ont choisi l'éco-conception. Pour quelles raisons, pour avoir quels résultats, quels bénéfices. Et donc, c'est ce qu'on va tenter d'aborder ensemble et d'apporter quelques éclairages au cours de ce webinaire pour une quarantaine de minutes. Donc, en quoi l'éco-conception est-elle une opportunité pour les entreprises et en quoi est-ce avantageux, le bon moment pour vous ou propice et bénéfique pour une entreprise de s'intéresser à l'éco-conception. Alors, en effet, les entreprises choisissent l'éco-conception pour des raisons très différentes et ça peut répondre à des enjeux actuels, à des pressions de leur marché spécifiquement, à un contexte particulier, à des enjeux d'entreprise également différents d'un secteur d'activité à l'autre. Et à chaque fois aussi, on observe que l'éco-conception amène ensuite des bénéfices pour les entreprises qui ont choisi cette démarche. Donc, on va présenter différentes raisons, différents enjeux autour de l'éco-conception. Tout d'abord, bien sûr, l'éco-conception permet de diminuer l'impact de ces activités, des produits sur l'environnement. C'est la raison la plus importante, peut-être celle qui vous a fait choisir cette conférence. Vous connaissez sans doute le concept du jour du dépassement mondial. Donc, c'est le jour chaque année où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources qu'elle est capable de régénérer en un an. Et donc, depuis les années 1970, chaque année, en fait, ce jour avance dans l'année. Et actuellement, il nous faut environ 1,6 planète Terre pour subvenir aux besoins de l'humanité. Donc, si on se projette en 2050, on peut voir en effet que la biocapacité de la Terre ne pourra pas forcément subvenir aux besoins, à nos besoins et aux modes de vie qui sont les nôtres, en sachant également les projections d'augmentation de la population mondiale. Un autre enjeu environnemental fort est lié du coup à cette empreinte écologique. Donc, je vous invite notamment, si vous le souhaitez plus aussi à titre personnel, à faire le calcul de votre empreinte écologique. C'est toujours intéressant et on apprend pas mal de choses. Ça donne des petites pistes d'action pour diminuer son impact aussi au niveau individuel. Et donc, en lien avec ce calcul d'empreinte écologique, l'autre enjeu fort, c'est également le réchauffement climatique et les problématiques de changement climatique qu'on observe, donc qui sont liées aussi notamment aux émissions de CO2 qui impactent directement sur la température, le climat et tous les mécanismes en fait qui y sont liés. Et donc c'est pour ça que se pose aujourd'hui la méthode de l'éco-conception pour chercher à diminuer l'impact de ces activités en tant qu'entreprise sur l'environnement. Ça, c'est une raison qui est peut-être la plus importante, la plus structurante. Ensuite, certaines entreprises aujourd'hui choisissent l'éco-conception parce qu'elles ont une pression réglementaire très forte. Et donc, elles se situent de deux façons différentes. En fait, soit elles cherchent à respecter uniquement ces obligations réglementaires, donc elles subissent un petit peu aujourd'hui la réglementation, et donc elles cherchent toujours à raccrocher le wagon, on va dire, ou alors on peut se positionner aussi en anticipation réglementaire ou alors par rapport à des trajectoires nationales ou internationales. Si on prend le contexte en France, en 2020 a été promulguée du coup la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, que vous connaissez sans doute, qui décline de nombreuses mesures, de nombreuses façons d'intégrer du coup l'économie circulaire, que ce soit
pour limiter l'usage des plastiques, pour que ce soit pour mieux informer les consommateurs, pour changer les modes de production, pour introduire plus de réemploi, de réparabilité. Aujourd'hui, tous les décrets ne sont pas encore publiés de cette loi-là, mais du coup, chaque année, il y a des nouvelles obligations qui arrivent pour les entreprises, notamment avec un rôle renforcé des éco-organismes et du coup de l'écotaxe que payent les entreprises qui mettent sur le marché des biens et des services. Du coup, ça implique pour les entreprises, en fait, pour pouvoir répondre et être en conformité avec cette loi, de nombreuses actions et de devoir agir très vite pour suivre le rythme de ces changements-là. Également, en ce moment, on entend beaucoup parler des stratégies nationales bas carbone pour rester dans la trajectoire des 1,5 à 2 degrés signés lors de la COP 21. De façon plus mondiale, du coup, on a les objectifs de développement durable, donc les ODD, ou les ambitions qui sont Science-Based Target, des entreprises se positionnent par rapport à ces enjeux-là. Donc ça, c'est plutôt des grilles qui sont très intéressantes en termes de trajectoire internationale pour positionner son entreprise et aussi identifier de nombreux leviers d'action qui sont possibles d'actionner en entreprise. L'intérêt d'intégrer l'éco-conception en réponse en fait à cette pression réglementaire, c'est que ça permet soit de respecter à moindre coût en fait ces obligations, soit également de transformer des contraintes réglementaires en opportunités pour diversifier son activité. D'autres entreprises aujourd'hui sont certifiées ISO 14001, donc c'est une norme qui certifie un système de management de l'environnement dans l'entreprise. C'est notamment demandé dans certains secteurs d'activité, comme l'automobile, comme l'aéronautique, l'agroalimentaire, par des donneurs d'ordre pour certifier d'un engagement et d'un cadre de fonctionnement de l'environnement dans l'entreprise. Plutôt une approche site, mais depuis 2015, en fait, cette norme impose la prise en compte d'une nouvelle exigence, c'est l'exigence de prendre en compte la perspective cycle de vie des produits. Et donc là, on commence en ce moment à voir de plus en plus d'entreprises qui, lors des contrôles, les audits par rapport à cette certification-là, parfois ont des non-conformités mineures par rapport au sujet de la perspective cycle de vie. Et donc, l'éco-conception leur permet en fait d'atteindre les objectifs qu'impose cette norme-là en fournissant une structure et un engagement également à la démarche. Donc, c'est des raisons de plus qui amènent certaines entreprises à l'éco-conception. Ça leur permet parfois d'explorer du coup des nouveaux modèles de consommation ou de production. Donc, c'est ce que proposent les logiques d'économie circulaire que vous connaissez sans doute, où voilà, l'objectif global, si on doit le résumer de façon très simple, finalement, c'est de faire plus et mieux avec moins. Et ça va amener de très nombreux nouvelles modèles de consommation, de production pour les entreprises, avec par exemple la seconde main, qui est aujourd'hui un secteur qui est en plein développement, des modèles où on va chercher plutôt à louer les produits plutôt que les vendre, donc ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où on va chercher l'usage plutôt que la possession d'un bien et d'un produit. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises proposent ces modèles de contractualisation à leurs usagers, leurs utilisateurs. On va chercher également à mutualiser les biens, les locaux, les types de consommation. On va chercher pour une entreprise à avoir des produits plus réparables. Peut-être on va se positionner pour faire du surcyclage, c'est-à-dire du coup utiliser en matière première des matières qui étaient en fait des déchets en leur donnant du coup une valeur supérieure en leur offrant un nouvel usage et par exemple sélectionner aussi des matériaux à moindre impact. Donc ça amène en fait une façon d'entreprendre qui est un peu différente et aujourd'hui de nombreux entrepreneurs se positionnent justement sur ce secteur d'activité, l'intègrent dès la création de leur entreprise en fait, d'intégrer ces logiques d'économie circulaire, d'éco-conception, de réduction des impacts au cœur même de leur activité. Un exemple du coup, là, d'une entreprise phare, on va dire, du Maine-et-Loire, avec le groupe ERAM, qui notamment, avec l'atelier Bocage, a mis en place ces nouveaux modèles, par exemple, de location, en proposant de plus acheter les chaussures, mais un système d'abonnement pour louer les chaussures. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'ensuite à cette proposition de nouvelle offre, en fait, il y a eu de nombreuses conséquences pour l'entreprise, puisque du coup, elle a travaillé pour le reconditionnement des chaussures, la remise en état, et ensuite elle propose ses chaussures dans une offre de seconde main, dans des magasins dédiés. Donc, on voit qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises, c'est un exemple, qui s'engagent sur ces nouveaux modes de consommation et de production. Également, du coup, ces nouveaux modèles apparaissent forcément aussi en réponse à une demande des clients, des consommateurs, des usagers, puisqu'on voit avec le baromètre de la consommation responsable qui est proposé par Greenflex chaque année, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français, c'est une vraie tendance, veulent limiter l'impact de leur consommation.
Donc, certains sont vraiment très engagés, font tout leur possible pour réduire l'impact de la consommation et sensibiliser. Les autres, certains ont changé des pratiques. Seulement, en fait, 4% n'ont pas du tout envie de changer leur façon de consommer. Et ce qui est très intéressant aussi d'observer, c'est que ces dernières années, du coup, le premier critère d'achat d'un produit durable est devenu le fait que le produit soit garant de la protection de la planète. Donc, c'est plus le critère d'avoir un produit qui est meilleur pour la santé, qui drivait jusqu'à présent, mais c'est vraiment que le produit permette la protection de la planète. Donc ça, c'est une tendance qu'on observe et donc aujourd'hui, ça peut être intéressant pour l'entreprise justement de s'interroger. Quel est le profil de mes clients, de mes usagers par rapport à l'environnement? Quelles sont leurs attentes? Jusqu'où ils souhaitent que l'entreprise aille? Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut positionner également l'éco-conception. Puisque si on prend encore du recul aujourd'hui, dans toutes les parties prenantes externes à l'entreprise, il y a de plus en plus de pression, on va dire dans la société de façon générale, sur certains secteurs d'activité, avec des attentes environnementales et aussi une perception des enjeux environnementaux qui est assez différente et puis qui varie finalement d'une personne à l'autre, le temps que l'ensemble des parties prenantes aussi apprennent sur ces sujets-là. Si on prend un exemple, par exemple le secteur du textile, aujourd'hui, on entend régulièrement que le textile est la deuxième industrie la plus polluante. Ça, c'est un message qui est présent dans la société. Et en face, du coup, de plus en plus d'entreprises cherchent des solutions, ont adopté justement leur trajectoire pour changer leur mode de production, de fabrication. Si on prend l'industrie du plastique aujourd'hui, on est en période importante, on va dire, de plastic bashing, en effet, puisque il y a des problématiques environnementales fortes liées à cette matière. Et du coup, aujourd'hui, l'industrie réagit aussi en cherchant soit à mettre moins de matière dans les produits, soit en cherchant à recycler la matière. En tout cas, c'est un secteur d'activité où il y a des forts enjeux sur cette matière. Si on prend l'exemple de l'électronique ou avec certains métaux rares qui sont de plus en plus difficiles, qui vont être de plus en plus difficiles à trouver, ou le numérique avec un chiffre qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, si Internet était un pays, il serait en fait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde. Donc, ce secteur-là aussi réagit à des pressions fortes pour changer et de plus en plus d'entreprises signent, par exemple, la charte du numérique responsable pour introduire des changements de comportement, d'action dans leurs pratiques. Donc, on voit aujourd'hui que des entreprises choisissent l'éco-conception en réponse à ces pressions également externes des parties prenantes, puisque de plus en plus de consommateurs, ça c'est une autre tendance de fond de la société, cherchent aussi à avoir plus de transparence et plus de confiance dans les entreprises. Donc 76%, c'est toujours issu de l'Observatoire, attendent aujourd'hui des marques qu'elles montrent leurs engagements responsables. Et une autre formulation qui est assez forte également, c'est que les entreprises, quelque part, sont attendues au tournant. Et parce qu'en fait, elles font toujours l'objet d'une défiance généralisée. Il y a peu de Français qui ont confiance finalement dans ces entreprises-là. Et donc, il est vraiment important en tant qu'entreprise de chercher à avoir une communication très claire sur le sujet de l'environnement. De plus en plus, il faut prendre la parole en tant qu'entreprise sur ce sujet-là pour indiquer sa démarche ou ce qu'on fait, son positionnement, ses valeurs, et faire preuve de beaucoup d'informations, mais également de pédagogie qui va être indispensable quelque part pour rassurer les consommateurs et leur donner toutes les informations sur les conditions de fabrication des produits ou autres pour qu'ils puissent orienter leur acte d'achat. Donc, pour répondre à cette demande de transparence, de nombreuses entreprises aujourd'hui vont chercher à connaître l'impact sur l'environnement de leurs produits pour le communiquer. C'est ce qu'on appelle le scoring environnemental, qui a vraiment pour but en fait de calculer les impacts sur l'environnement avec une ACV, une analyse de cycle de vie, une évaluation environnementale, pour savoir en fait d'un produit à l'autre lequel va être le plus impactant sur l'environnement. Ça a pour but vraiment ça, de mieux informer le consommateur, de lui faciliter le choix. On n'est pas tous des experts en environnement pour pouvoir décrypter sur les produits ou sur les fiches techniques des matières dans l'industrie, quelle est l'option la plus intéressante pour l'environnement. Donc, vraiment d'éclairer le choix et ce qui permet du coup à l'entreprise qui fait cela également d'apporter du conseil et du service en fait à ses clients et donc du coup une autre type de valeur du coup à l'entreprise. Aujourd'hui, au niveau réglementaire, il y a 2 nouveaux concepts qui sont en plein développement. Donc, l'indice de réparabilité des produits qui est obligatoire sur certaines familles de produits, notamment l'électroménager, depuis début 2021, dans le cadre de la loi AGEC.
Donc, c'est cette petite clé à molette avec une couleur qui montre du coup l'indice de réparabilité. Il faut savoir que dans 2 ans, cet indice de réparabilité sera transformé en indice de durabilité des produits. Un autre concept un peu important, c'est l'affichage environnemental qui est en train de se développer, notamment dans le secteur du textile. Donc, c'est cette petite planète bleue que les entreprises peuvent positionner sur leurs produits. Aujourd'hui, notamment, Decathlon le fait. Donc, on peut voir en magasin ou sur leur site internet, du coup, cette planète pour dire si le produit est évalué B, s'il est évalué C ou D. Et donc, on peut choisir d'acheter ces produits en fonction également de leurs notes, de leur scoring environnemental. Un exemple très récent qui montre que c'est vraiment au cœur des préoccupations, c'est qu'il y a quelques semaines, Yuka, donc vous connaissez peut-être l'application qui jusqu'à présent donnait un Nutri-Score sur les produits, en fait a sorti son Eco-Score avec une méthode de calcul qui est très robuste puisque ça fait l'objet d'un travail sur plusieurs années pour vraiment donner en fait l'information aux consommateurs sur l'impact environnemental des produits alimentaires et les orienter vers une alimentation plus durable. Donc là, on voit quelques produits sur lesquels il y a un éco-score. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est présent dans le secteur de l'agroalimentaire, mais demain, ce type d'application peut également se développer dans d'autres secteurs d'activité. Donc cette tendance est très forte en B2C, mais également de plus en plus en B2B. Où, par exemple, une entreprise qui distribue de nombreux produits peut chercher dans son catalogue à positionner du coup l'impact environnemental de ses produits pour orienter également ses clients à faire les meilleurs choix entre les différentes possibilités. Donc, ce qui permet du coup à l'entreprise qui implique ces démarches d'éco-conception, quelque part, de prendre un avantage concurrentiel et de répondre de plus en plus à la pression des donneurs d'ordre. Donc, soit en ouvrant des nouveaux marchés ou en diversifiant son activité, puisque par exemple, ça c'est le cas d'une entreprise de BTP qui a intégré une démarche d'éco-conception vraiment à la base parce que ça correspondait à ses valeurs et qu'elle voulait travailler ses matériaux. Et en faisant en fait l'analyse sur tout le cycle de vie, elle s'est rendue compte que finalement la phase la plus impactante était sa phase d'usage. Et donc il fallait qu'elle crée des structures modulaires, enfin des bâtiments qui étaient passifs en énergie. Et donc ça a complètement diversifié sa clientèle puisqu'elle est passée avant, elle vendait uniquement en B2B, elle est passée en B2C et donc elle a ouvert une nouvelle activité, une nouvelle entreprise suite à cette démarche d'éco-conception. Ça peut permettre également cet avantage concurrentiel de quelque part rester leader en fait sur son marché. Certaines entreprises aujourd'hui font de l'éco-conception pour cette raison-là, ou de devancer aussi un petit peu les attentes naissantes sur les marchés en sentant du coup que certaines préoccupations sont de plus en plus importantes. Et également, aujourd'hui, dans les cahiers des charges des donneurs d'ordre, notamment dans certains secteurs d'activité, on peut prendre le bricolage, on peut prendre l'automobile. En fait, il y a de plus en plus de pression de ces donneurs d'ordre sur les fournisseurs, donc sur les PME, par exemple en Pays de la Loire, pour répondre à leurs attentes sur les caractéristiques environnementales des produits qu'ils proposent, donc soit des toutes petites pièces qui vont servir, qui vont être assemblées pour faire des composants pour l'automobile ou autre. Il y a de plus en plus d'exigences en fait des donneurs d'ordre. Donc faire de l'éco-conception, aujourd'hui, certaines entreprises le font pour répondre à ces exigences-là. On a exactement la même préoccupation dans la commande publique en fait aujourd'hui, puisque de plus en plus seront inclus des clauses environnementales. Donc, il y a certaines collectivités qui l'expérimentent, ou également elles ont obligation d'intégrer du réemploi. Donc ça, c'est tout un pan également de la loi AGEC qui incite du coup ces changements pour la commande publique. Ça amène l'entreprise à développer une compétitivité, donc à travailler la maîtrise de ses approvisionnements, par exemple notamment avec des ressources en tension. Je vous ai remis en exemple du coup la carte des métaux rares, les premiers qui vont disparaître, ceux dont on va manquer. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et notamment, les entreprises s'en sont beaucoup rendues compte cette année avec les difficultés d'approvisionnement ou la montée des prix sur certains secteurs d'activité liés notamment à la crise sanitaire qu'on connaît. Mais l'éco-conception également permet d'optimiser ses procédés, sa logistique, donc par exemple réduire ses chutes en production, donc du coup acheter moins de matière. Donc là, on entre dans des logiques vraiment économiques. Et c'est ce qui peut avoir un gain vraiment pour l'entreprise en choisissant des logiciels d'imbrication qui vont permettre de réduire les coûts de production. De façon plus large sur un territoire, finalement, l'entreprise va pouvoir aussi chercher à recréer des écosystèmes locaux pour peut-être relocaliser certains savoir-faire, certaines productions.
Donc là, c'est l'exemple dans le domaine du textile de l'entreprise 1083, qui est basée dans la Drôme. Et donc 1083 parce que tous les jeans viennent de moins de 1083 km, enfin on fait moins de 1083 km. Et donc petit à petit, à la base, ils ont fait ces jeans en matière recyclée. Et donc ils ont ensuite racheté du coup des entreprises françaises pour introduire la fabrication de tissage et maintenant de main de fil pour petit à petit relocaliser en France des savoir-faire textiles qui avaient disparu. Toujours sur l'angle économique, on observe que l'éco-conception permet de façon large finalement d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. On a plusieurs études aujourd'hui qui permettent de le montrer. Une première date de 2014, a été faite en Europe et au Québec, notamment en lien avec le pôle éco-conception, donc qui montre que pour 96% des entreprises qui avaient fait de l'éco-conception, qui ont répondu à cette étude, en fait, l'éco-conception avait eu un effet neutre ou positif sur les profits de l'entreprise. Une deuxième étude qui a été beaucoup plus poussée pour analyser les mécanismes économiques et financiers des entreprises qui avaient fait de l'éco-conception, donc qui est parue en 2017, qui a été faite par l'ADEME, montre que du coup les entreprises qui ont fait de l'éco-conception ont eu un impact sur leur chiffre d'affaires très significatif, de plus 7 à plus 18% en valeur médiane. Et ensuite, sur les coûts de production, il y a eu des gains tangibles, pas toujours systématiques, ça dépendait du contexte de l'entreprise, de ses matières premières, mais du coup, il y avait quand même des coûts de production qui pouvaient être réduits de façon très intéressante. Dans tous les cas, il y avait la baisse du TCO, donc c'est ce qu'on appelle le coût total de possession d'un produit pour l'utilisateur. Et donc là, c'est un exemple d'une autre entreprise qui a travaillé cette phase-là, en fait, donc Manitou, qui fabrique des chariots élévateurs, en fait, qui a fourni à ses clients un petit calculateur en ligne pour évaluer le coût à l'heure, incluant du coup la consommation, l'entretien, l'assurance, la valeur de revente de la machine, pour orienter du coup le consommateur entre les différentes options et se rendre compte à l'usage finalement combien lui coûterait le chariot élévateur. Donc ces démarches-là sont très intéressantes parce que du coup, il y a des bénéfices également pour les clients. Donc c'est en dehors, on élargit un petit peu la vision, on va au-delà de juste la phase de fabrication qui concerne l'entreprise. Par rapport à ces dynamiques du coup économiques, la rentabilité, finalement, il y a 3 leviers stratégiques qui sont mobilisables pour augmenter le CA grâce à l'éco-conception, c'est-à-dire que soit le client va percevoir qu'il y a une valeur financière plus importante de l'éco-conception et l'entreprise du coup va pouvoir augmenter les prix qui vont être pratiqués, soit ça va lui permettre de cibler une nouvelle clientèle en augmentant les volumes vendus ou les prix, ou enfin du coup exploiter d'une façon marketing l'amélioration de l'attrait des produits et des volumes, et du coup d'avoir une augmentation des volumes vendus. Donc, on voit que l'éco-conception, finalement, permet d'entrer vraiment dans la stratégie de l'entreprise, également sur les mécanismes économiques. Et quand les entreprises font des réductions de coûts, également, il y a 2 options qui se présentent à elles, finalement. C'est soit l'entreprise avait un petit peu un positionnement trop élevé par rapport au marché, donc elle peut revenir concurrentielle, du coup gagner des parts de marché pour l'entreprise, soit elle avait déjà un positionnement prix qui était satisfaisant, et dans ce cas, on observe une amélioration des marges pour l'entreprise. Donc, c'est l'exemple, par exemple, de cette entreprise qui a gagné des gains de productivité dans le BTP en produisant, en fait, une housse plastique à la place des huiles de décoffrage. Et en fait, le gros intérêt également, au-delà du gain de productivité et donc du coût économique, c'est également que ces huiles étaient nocives en fait pour les salariés qui les appliquaient. Ce qui nous amène en fait vers un autre type de gain des démarches d'éco-conception, c'est d'avoir des avantages également pour les collaborateurs, pour améliorer la qualité de vie au travail et donc peut-être d'avoir plus de facilité à recruter ou à travailler sa marque employeur. Je vous ai mis quelques études ou articles qui montrent qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, notamment qui arrive sur le marché du travail, va rechercher d'autant plus en fait cet engagement des entreprises, le sens, plus même parfois que le salaire, c'est ce que montre une étude. En tout cas, c'est un élément qui est pris en compte de façon importante pour les nouvelles générations qui se positionnent sur le marché du travail. Et sur certains secteurs d'activité qui ont peut-être du mal à recruter, ça peut être assez important à prendre en compte. Toujours dans une logique sociale, aujourd'hui, on voit que finalement l'éco-conception augmente la motivation et la fierté des employés. Et du coup, la donne du sens avec des projets qui vont être transversales à l'entreprise, qui vont permettre de fédérer les équipes autrement et qui vont être très positifs pour l'entreprise et la dynamique interne. Et pour finir, en termes de raisons
sur pourquoi l'éco-conception, on voit que finalement, c'est la dernière étude qui date de novembre 2020, le baromètre éco-conception, qui montre que la première raison qui amène une entreprise à faire de l'éco-conception, finalement, c'est les convictions personnelles du dirigeant. Mais donc, l'éco-conception permet souvent d'être en adéquation, mettre en adéquation, du coup, sa vie professionnelle avec ses valeurs plus personnelles. On peut voir, hein, du coup, en résumé, qu'il y a de nombreuses opportunités, autant de l'éco-conception pour répondre à des enjeux, des pressions de l'entreprise qu'elle subit, mais qu'il y a également une notion de temporalité. C'est le moment pour certaines entreprises d'y aller. Elles sont obligées d'intégrer ces démarches-là. Et qu'on a également des bénéfices qui sont résumés ici sur finalement les trois notions phares du développement durable, donc bien sûr sur l'environnement, mais également sur l'économie, les critères économiques pour l'entreprise et également sur la dimension sociale pour une entreprise. Pour rappeler du coup quand même quelques éléments, maintenant qu'on a vu que ça pouvait être une réponse à de nombreuses activités, qu'est-ce que c'est l'éco-conception finalement? Du coup, il y a un lien étroit, comme vous avez pu le voir, avec l'économie circulaire et la RSE. Donc, c'est vraiment des démarches qui sont proches et qui ont les mêmes objectifs au final. Et donc, on définit voilà, l'éco-conception comme une approche qui permet, dès la conception d'un produit ou d'un service, d'intégrer l'environnement lors de toutes les étapes de son cycle de vie. Donc, si on prend le cycle de vie d'un produit, voilà, c'est l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'usage et la fin de vie. Et donc, en fait, quand on va faire de l'éco-conception, on ne va pas considérer uniquement une approche site en tant qu'entreprise, mais également prendre en compte l'ensemble des impacts tout au long du cycle de vie. Et donc, on va élargir son périmètre, sa vision. Donc, ça amène des nouveaux éléments pour positionner ces produits. C'est très intéressant, puisque je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, en fait, il y a 80% des coûts et des impacts sur l'environnement d'un produit qui sont déterminés dès la phase de conception d'un produit, d'un service. Donc, en fait, c'est dès cette phase amont qu'on peut repenser le produit et limiter les impacts sur l'environnement. C'est ce que propose l'éco-conception dans cette approche qu'on dit multi-étapes du cycle de vie. Donc, on va concerner ces 5 phases qu'on a vues ensemble du cycle de vie, mais également multi-critères. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder les émissions de CO2, mais on va regarder la consommation en eau, les consommations en énergie, l'eutrophisation de l'eau, l'écotoxicité, pour vraiment prendre en compte l'ensemble des problématiques environnementales des produits d'une entreprise. Pourquoi c'est important d'avoir cette logique multi-étapes? Puisque si je vous posais la question, alors vous ne pouvez pas forcément répondre là, mais du coup, à quel moment se situe l'impact sur l'environnement le plus important quand on prend une bouteille de Coca-Cola? Si on prend ces 5 étapes du cycle de vie, souvent on me répond la fin de vie, les matières premières, la production. Mais en fait, il faut savoir que c'est la phase d'usage. Puisque, pourquoi l'usage? En fait, c'est la consommation d'énergie pour refroidir le coca et le boire à température ambiante. Et donc, ça montre que les impacts sur l'environnement ne sont pas toujours là, on le croit, d'où l'importance de mesurer vraiment ces impacts sur l'environnement avec la méthode de l'éco-conception. Et donc, par exemple, pour une entreprise comme Coca-Cola, de peut-être travailler également en lien avec les distributeurs des Coca-Cola pour avoir des frigos qui auront des meilleures performances énergétiques. Donc, cette démarche d'éco-conception va être en 6 étapes, va vraiment chercher à mesurer lors de l'évaluation environnementale, en fait, les impacts sur l'environnement pour trouver différentes pistes d'éco-conception. Ensuite, il y a un arbitrage fort qui va être fait parce que c'est une approche de compromis entre la technique, la faisabilité, le coût économique, les attentes clients et également l'environnement et d'autres critères. Et on va vérifier avec une évaluation environnementale comparative pour voir s'il y avait eu des transferts d'impact. Si on s'est amélioré sur une phase, est-ce que ça n'a pas empiré sur les autres? Et enfin, on travaille la partie de mise sur le marché du produit et de communication environnementale, puisque du coup, le plus important reste que les produits éco-conçus soient vendus aujourd'hui et qu'ils aient une réalité économique. Donc, en résumé, voilà, l'éco-conception, c'est une approche produit. On va réfléchir sur le cycle de vie avec cette vision multicritère, en faisant attention à ne pas créer des transferts d'impact et en ayant toujours une approche de recherche d'équilibre et de compromis pour l'entreprise. Concrètement, finalement, ça revient à changer la façon dont on pensait, à repenser les modes de pensée actuels. Et donc, avant d'optimiser, c'est vraiment ce que propose l'éco-conception. C'est pour ça que c'est une méthode qui est importante parce qu'on travaille vraiment l'amont du cycle en cherchant à
à repenser les logiques, les modes de production, les concepts, etc., pour vraiment ensuite pouvoir optimiser les impacts sur l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on dit, on fait de la reconception jusqu'à de l'éco-innovation, donc ce qui peut amener également de la créativité, un dynamisme pour l'entreprise, puisque du coup, on va pouvoir avoir 4 notions, notion business, humain, technologie et nature qu'on va croiser pour avoir ces éco-innovations qui vont être optimales aujourd'hui par rapport à l'écosystème et à la nature. Mince, pardon. Hop. Donc, du coup, l'éco-conception permet finalement d'investir sur cette phase de réflexion, de concept, cette phase de conception pour ensuite avoir une lot-fabrication. Donc, c'est cet exemple, par exemple, vous avez 2 cabines aujourd'hui de bateaux. Et en fait, la seule différence, c'est qu'il y a eu, enfin, je ne pense pas que vous voyez beaucoup de différence ou qu'il y en ait une que vous préféreriez. En fait, c'est juste qu'il y a eu une démarche d'éco-conception entre les deux, où il y a eu des gains importants de productivité pour l'entreprise. Donc, ils ont pris le temps de concevoir autrement, mais derrière, ils ont eu moins 30% de pièces et de temps de montage. Et aujourd'hui, toutes les entreprises qui font de l'éco-conception, finalement, permettent de mettre sur le marché des produits qui vont être meilleurs pour l'environnement. Et donc là, je vous ai mis un panel de produits d'entreprises qui ont fait des démarches d'éco-conception et on voit à nouveau en fait la diversité des champs d'application de l'éco-conception, des secteurs d'activité ou des produits qui sont concernés. Finalement, l'éco-conception peut être accessible à toutes les entreprises et de plus en plus d'entreprises s'approprient ce sujet-là pour chercher à diminuer leur impact sur l'environnement. Donc pour terminer un petit peu, je vous ai remis quelques dispositifs d'accompagnement si vous souhaitez aujourd'hui aller plus loin sur ces questions de l'éco-conception. Donc n'hésitez pas à contacter du coup la Chambre de commerce et d'industrie. On a différents dispositifs pour vous accompagner, pour vous guider par rapport à ces enjeux-là, donc soit des réunions pour découvrir, vous sensibiliser à ce sujet, mais également des matinées techniques pour vous former ou des dispositifs d'accompagnement plus longs. Donc, notamment, on a des rendez-vous individuels. On peut venir en entreprise pour vous aider à faire un point sur vos opportunités à vous en tant qu'entreprise et vos capacités à intégrer l'éco-conception. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en fin de présentation si vous êtes intéressé. On propose voilà, ces matinées pour vous former et vous permettre d'approprier de façon plus importante les enjeux de l'éco-conception. Et également un programme sur 15 mois pour vraiment mener une démarche complète sur un premier produit de votre gamme afin de vraiment être autonome pour pouvoir dupliquer derrière l'éco-conception à d'autres produits, dupliquer ce processus-là. Donc, il y a une prochaine promotion d'entreprise. Donc, c'est un accompagnement en collectif où il reste des places pour la session qui sera lancée en octobre prochain. Donc, n'hésitez pas également à nous contacter. En ce moment, il faut savoir également que c'est une opportunité de l'éco-conception puisqu'il y a de plus en plus de dispositifs financiers, notamment de l'ADEME, pour accompagner l'éco-conception, que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, donc soit via le mécanisme d'aide de tremplin, soit via un autre mécanisme dédié à l'éco-conception, le PAC éco-conception. Donc, que ce soit les phases de diagnostic, de temps interne que vous allez passer, d'accompagnement, mais également d'investissement, l'ADEME peut vous aider sur ces sujets, donc vous avez les liens et surtout n'hésitez pas à aller voir sur leur site ou les contacter directement si vous avez des projets que vous cherchez pour lesquels vous cherchez des aides financières. Je tenais aussi à vous parler de 2 sujets d'actualité en Anjou par rapport à ces enjeux de l'économie circulaire et l'éco-conception. Donc une rencontre qui a lieu la semaine prochaine, le 15 juin, donc à Angers. Donc une matinée sur l'économie circulaire proposée par le réseau d'entreprises ADEC, donc l'Association pour le développement de l'économie circulaire collaborative. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir cette entreprise, ce réseau d'entreprises. Il y a plus de 110 entreprises qui sont présentes aujourd'hui dans ce réseau. Et donc, il y a eu toute une matinée avec un programme et donc dont une conférence. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur l'économie circulaire, mais également rencontrer des acteurs qui sont engagés, je vous invite fortement à y participer. Donc, vous avez le lien d'inscription. Et également un autre dispositif où il y a une actualité importante. Donc là, c'est sur le territoire de Angers-Loire Métropole qui a confié à Angers Technopole l'animation d'un accélérateur pour les entreprises qui ont des innovations circulaires. Et donc, vous avez jusqu'au 13 juin pour candidater et pouvoir suivre pendant 3 mois un projet pour vraiment, un programme pour accélérer votre projet et le rendre le plus circulaire possible.
Vous avez le contenu du programme, ça s'appelle du coup le codec. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à candidater avant le 13 juin pour accélérer votre projet dans une dynamique circulaire. Au-delà de ces dispositifs, voilà, il y a toujours des ressources sur l'éco-conception, notamment sur le site du pôle éco-conception, qui est le centre de ressources en France sur ce sujet-là, également sur le site de l'ADEME. Donc, n'hésitez pas en complément de mon intervention à y aller. Et donc, pour conclure, j'espère voilà, vous avoir montré que l'éco-conception, aujourd'hui, en fait, elle était une nécessité pour certaines entreprises selon leur pression, mais également une démarche qui était source d'opportunités et créatrice de valeur, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale pour les entreprises, et vous avoir donné envie peut-être de creuser un peu plus ce sujet. En tout cas, merci à tous de votre participation. Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'écrire dans le chat ou si vous souhaitez revenir sur des points en particulier. Voilà, je me tiens à votre disposition. En tout cas, merci à vous. Merci pour le premier retour. Et puis, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus.